Bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos questions et vos commentaires. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. Et sur YouTube, vous pourrez voir la vidéo et les superbes maillots de Quentin et Nico. Vous pourrez nous donner votre avis sur leur maillot. Et puis aussi sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encourage à continuer. Et puis ça nous fait bien plaisir de savoir que vous nous soutenez. Alors, cette émission est très spéciale puisqu'on va la dédier entièrement à Mark Aguirre qui a eu son maillot retiré cette semaine à l'American Land Center. Et pour nous raconter un peu l'histoire de Mark Aguirre, je suis avec Quentin. Salut Quentin. Bonjour, bonsoir Barn, salut tout le monde, salut Nico. Ravi de faire ce premier épisode un peu historique. On avait fait un peu sur l'épopée de 2011, mais là un peu centré sur un joueur qui a bien besoin qu'on centre une émission sur lui. Il est trop méconnu pour les fans de Dallas, donc c'est une très bonne chose qu'on puisse faire ça. Une petite parenthèse d'ailleurs, parce que cette semaine, on a eu des performances de Cooper Flagg assez exceptionnelles. Il a mis 49 points la dernière fois. C'est un record pour la NBA d'un moins de 19 ans, enfin d'un moins de 20 ans. Et donc, c'était aussi notre premier pic de draft de l'année dernière, comme les Aguirre. Je suis ravi, moi, de faire cette émission un peu vintage. Je ne vous cache pas que ça nous a fait bosser un petit peu parce que ce n'est pas exactement les années où on était le plus actifs à regarder la télé. Donc, il a fallu un peu se replonger dans l'histoire, dans ce qui est cool. Et effectivement, tu as raison, ils partagent un point en commun. Les deux, Mark Aguirre et Cooper Flagg, c'est qu'ils ont été les premiers choix de draft des Dallas Mavericks. Je ne sais pas s'ils auront la même trajectoire de carrière, mais en tout cas... à la fois être le premier choix de draft, plus du coup d'être aussi brillant Cooper Flagg ce soir-là, c'est cool. Plein de l'histoire marrant. Alors cette semaine, donc, il y a eu la cérémonie du retrait du maillot de Mark Aguirre, le numéro 24. Il a été mis à côté de Rolando Blackman, Derek Harper, de Brad Davis et puis bien sûr Dirk Nowitzki. Cette cérémonie, c'était un peu bizarre. C'était à la mi-temps d'un match contre Charlotte. On se demande un peu pourquoi ils ont choisi ce match. Mais moi, j'ai trouvé la cérémonie plutôt bien. Elle était très émotive. Lui, en tout cas, était très émotif. Même si au début, je l'ai trouvé un peu fermé. Je me demandais d'ailleurs s'il avait envie d'être là. Et puis finalement, il s'est vraiment ouvert pendant son discours. Comment est-ce que vous avez trouvé la cérémonie, Quentin ? Moi, je l'ai trouvé juste et puis plutôt réussi. Oui, c'était sympa. Alors, c'est un petit peu spécial, cette cérémonie de maillot, pour plusieurs raisons, et on va les expliquer dans l'émission. Elle intervient très tard dans la vie du bonhomme. Habituellement, une cérémonie de retrait de maillot, comme vous avez pu le voir récemment avec Derrick Rose, par exemple, le joueur est jeune. Il a pris sa retraite il y a quelques années. On peut prendre aussi l'exemple de Dirk Nowitzki. Ça a été fait 3 ans, je crois, après sa retraite, peut-être 2. Donc les souvenirs sont encore frais, que ça soit dans la tête du joueur ou même dans le cœur des fans. Là, on est sur un joueur que la plupart des fans ne connaissent absolument pas. C'est aussi pour ça que c'était fait à la mi-temps et pas à la fin d'un match, comme on peut voir sur des gros retraits de maillot type Dirk Nowitzki, et que c'était sur un match un petit peu lambda. L'intérêt, c'était juste de pouvoir être sur un week-end, avoir ça un vendredi, mais... voici un peu pour répondre déjà à ta question. Et puis après, ce qui était bien, c'est qu'on a vu que on va dans la bonne direction ces dernières années entre la franchise et Mark Aguirre sur la réconciliation, et vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Et là, c'était vraiment le point d'orgue, le moment où en fait tout est pardonné, et puis maintenant on peut enfin à nouveau avancer main dans la main, la franchise et maintenant, c'est un peu un vieil homme, Mark Aguirre. Donc, c'est pour ça que je pense que c'était assez émouvant, cette cérémonie. Et le fait aussi de voir toutes ces anciennes têtes, c'était une très bonne chose. Il y avait des invités de marque. On avait ses coéquipiers, Blackman, Harper, qui étaient là. Il y avait Dirk Nowitzki, bien sûr. Et puis, Isaiah Thomas. Nico... c'est aussi ces invités-là qui ont fait que cette cérémonie était réussie. Ouais, déjà, je pense qu'il y a une expression qui dit « aimons-nous vivants ». J'aime bien cette expression. Je pense que c'est bien de célébrer les gens qui ont été importants pour toi de leur vivant. Effectivement, il y avait un petit côté un peu pot de départ à la retraite, tu sais, de ton collègue qui a 65 ans et qui se rapproche de la retraite. Il y avait un peu un côté un peu bizarre comme ça. Mais c'était très bien de le faire. C'est bien de réparer pour moi. Je veux dire, utiliser le terme réparer, c'est réparer l'histoire. C'est faire un truc qui aurait dû
se faire a priori beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, ça a eu lieu et c'est bien, c'est important. Effectivement, il y avait ces comparses des Mavericks de l'époque, mais effectivement, Isaiah Thomas, qui a été une forme de fil rouge tout au long de sa carrière de basketteur, depuis ses tout débuts de basket à Chicago, et on va en parler tout à l'heure, mais aussi du coup jusqu'à la draft, puis après les Detroit Pistons. Donc, pour donner une petite idée un peu de lien de proximité, parce que ça peut vous sembler un peu étonnant d'avoir Isaiah Thomas c'était le témoin de mariage quand même. Hein. Donc pour dire qu'ils se connaissaient un petit peu, c'est pas juste un pote, ils n'ont pas juste joué au basket ensemble, mais c'était très 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 proche, ils sont toujours très proches d'ailleurs. Donc c'était cool de te voir là. Alors, gars, j'ai une question, puisqu'on a retiré le maillot de Mark Aguirre. Je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'un jour on retire le maillot de Luka Doncic, parce que quand je regarde le temps que Mark Aguirre a passé à Dallas, on est à 7 saisons, hein, et je compare à ça à Doncic qui en a passé 6. Quand je regarde les stats de Mark Aguirre, elles sont peut-être moins bonnes finalement que celles de Doncic. Et puis Aguirre, il a amené les Mavs en finale de conférence, tout comme Doncic qui les a même emmenés en finale de NBA. Donc aussi, le jour du trade de Luka, on s'était dit, est-ce qu'un jour il y aura son maillot à Dallas? Moi, j'ai envie de dire oui. Quentin, qu'est-ce que tu en penses? C'est cruel de remuer le couteau dans la plaie le jour de l'anniversaire des 1 an du trade, c'est aujourd'hui. Mais la réponse pour moi est oui, 100%. Luka Doncic qui revienne à Dallas ou pas, son maillot sera retiré, à part si lui décide s'il ne le souhaite pas. Sinon, évidemment que le maillot sera retiré quand les choses se seront apaisées, que la carrière sera terminée, bien évidemment. Le maillot sera retiré, qu'il revienne à Dallas ou pas, selon moi, pour les raisons que tu as dit. Quand on voit les maillots qu'on a retirés, avec tout le respect qu'on a pour Brad Davis, Roland Bachman, Derek Harper, Luka Doncic était un joueur bien au-dessus, même dans ce qu'il a accompli. Donc oui, son maillot sera retiré. La question surtout, c'est est-ce qu'il y aura des maillots retirés entre-temps? Ça, c'est une question plus intéressante, mais ça sera pour une autre fois peut-être. Nico, parle-nous un peu de Mark Aguirre, notamment son enfance, peut-être son lycée, et puis surtout sa carrière à l'université, parce que il était très précoce. C'était un joueur extraordinaire quand il était jeune, et on avait des attentes énormes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été numéro 1 de draft. Ouais, on va prendre la machine à remonter le temps, là. Ça va être marrant. Prendre la machine à remonter le temps, et on va revenir un peu à l'enfance rapidement de Mark Aguirre. Il y a quelques trucs un peu importants à connaître sur lui, et je pense que c'est sa structure en fait vachement qui va devenir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est Mark Aguirre, le basket, c'est Chicago. C'est le West Side de Chicago. C'est une partie très populaire de Chicago. C'est un lieu où il y a eu un certain nombre de basketteurs qui ont grandi. Un des plus connus, c'est Dwayne Wade. Il y en a eu un paquet d'autres. C'est aussi le lieu de naissance d'autres personnes et de personnalités type Bernie Mac. Vous avez vu, c'est un acteur, un comédien. Vous l'avez probablement vu dans Ocean Eleven ou Above the Rim notamment. C'est aussi le lieu de naissance de Kanye West. Certains mecs un petit peu connus. Mais c'est surtout du coup une structure avec famille de col bleu, culture mexicaine et américaine, c'est un truc sur lequel on va revenir aussi tout à l'heure, mais c'est vachement la culture du playground de Chicago. Donc ça veut dire concrètement, quand je dis culture de playground de Chicago, c'est dur, c'est physique, ça recule pas, et d'ailleurs l'autre truc marrant, c'est que du coup on a parlé rapidement d'Isaiah Thomas, il a grandi à 2 blocs de chez Isaiah Thomas, donc pareil, qui est du même coin en fait de Chicago, et du coup ils vont se suivre, on va en reparler tout à l'heure, ils vont se suivre un peu tout au long de la carrière, donc c'est assez improbable. En préparant cette émission, du coup, puisque j'ai préparé cette émission, ça m'arrive rarement, c'est vraiment préparer l'émission, je regardais, il y a eu un petit bout d'interview de John Serley. Je ne sais pas si vous vous rappelez, John Serley, c'était un intérieur des Detroit Pistons, qui était quand même un gros costaud, qui était vraiment l'ambiance Detroit Pistons, The Bad Boys, donc c'est vraiment les gros méchants, qui jouaient des coudes, ça bastonnait sévère. Il raconte une anecdote que Bill Laimbeer, qui était probablement le pire salopard de l'équipe des Detroit Pistons, pour X raisons, s'est retrouvé à s'embrouiller avec Mark Aguirre. Donc Bill Laimbeer, c'est comme le mec qui adorait se battre à peu près à chaque match. Et qui est quand même le roi des sales coups. Et ce que raconte John Serley, ce qui est très drôle du coup, c'est qu'en fait, il ne savait pas que Mark Aguirre, c'était un mec aussi dur, qui était un peu boxeur dans l'âme. Et donc en gros, quand ils ont commencé à se chauffer, Bill Laimbeer a reculé de 3 mètres. Et c'est pas son genre, vraiment. Donc en gros, il a vite compris que Mark Aguirre, c'est un mec que t'emmerdes pas. Et ça vient probablement de son background, et c'est une réputation un peu qu'il a suivie tout au long de sa carrière. Après, ce que tu as dit, qui est intéressant aussi, du coup, c'est superstar de jeunesse. Donc, il fait le lycée, du coup, à Chicago, George Washington. Star de lycée, comme Isaiah Thomas.
Sauf que lui, du coup, il reste à Chicago. Donc il va à DePaul, qui est une des grosses universités de Chicago, au centre de Chicago, globalement au centre de Chicago. Alors si on veut pinailler, on va dire c'est un peu à l'ouest, enfin c'est globalement centre de Chicago. Quand Isaiah Thomas, du coup, lui, va à Indiana. Il va jouer avec Bobby Knight à Indiana. Mais c'est Donc, pas une grosse université de basket de Paul quand même. Si. c'est pas une grosse université de basket, mais il y a la réputation de c'est la grosse fac de Chicago. Et donc, du coup, il devient un peu le côté héros local, en fait. Cette continuité, il aurait pu aller ailleurs, il voulait rester à Chicago. Et d'ailleurs, c'est un truc qui revient régulièrement dans sa carrière, il aurait aimé jouer à Chicago. Donc, clairement, il y a une dimension un peu héros local. Et du coup, malgré du coup, le fait qu'il perde Isaiah Thomas, qui du coup, lui, va jouer avec Bobby Knight, ils se suivent, en fait. Ils se suivent à l'université. Ils vont se suivre du coup jusqu'à la draft. Mais avant juste de vous parler de la draft, donc Mark Aguirre en université, c'est un joueur majeur. Tous les ans, on le voit, ok, c'est 20-25 points. C'est une polyvalence, c'est un jeu de rebond, c'est un joueur déjà très dur. Et du coup, il croise aussi d'autres joueurs du coup à cette époque-là, à DePaul. Il joue notamment avec Terry Cummings. Donc là, je vous invite à reprendre des livres d'histoire. Terry Cummings, c'était un mec qui a joué notamment au San Antonio Spurs. Donc il a une belle carrière, du coup, en gros, pour faire simple, à l'université. Il gagne pas à l'université, mais du coup, c'est un des talents émergents. Et l'histoire marrante, c'est que du coup, à la draft, il se retrouve du coup avec Isaiah Thomas. Donc c'est improbable, c'est comme te dire que tu joues avec ton pote de quartier, et puis vous vous retrouvez numéro 1 et 2 de la draft. C'est quand même assez Nico, fou. tu dis qu'il gagne pas à DePaul, mais quand même, il est quand même même collectivement, ils ont une belle réussite. Il me semble qu'ils font les Final Four Le au Final moins une Four, ouais. année. Et il est élu joueur de l'année aussi. Il a son maillot retiré déjà à DePaul. Ouais, absolument. Bon, ce qui est un peu plus commun quand même qu'en NBA, donc logiquement le volume fait que... Mais bon, ça reste du coup un joueur hyper important de l'époque, figure de Chicago, et du coup il se retrouve jusqu'à la draft, où il se retrouve finalement numéro 1 de la draft. Alors après, il y a toute une histoire du coup numéro 1 de la draft, est-ce que ça devrait être lui ou Isaiah Thomas, parce qu'Isaiah Thomas est pris en 2. J'allais te poser la question, est-ce qu'il était annoncé numéro 1 de draft du coup? Ou alors c'était juste Non, en vraiment fait, le débat entre les deux? alors justement, il y a une petite histoire associée à ça qui est marrante. Alors, je ne sais pas la véracité exacte du truc, c'est il y a quelques années. Isaiah Thomas était plutôt annoncé comme le numéro 1 de la draft. Et du coup, c'est relativement une surprise que Mark Aguirre soit numéro 1. Il était plutôt annoncé en numéro 2. L'histoire raconte que Thomas, quand il a fait ses entretiens avec les Dallas Mavericks, il a un peu plombé le truc. Il avait clairement pas envie de jouer à Dallas pour une raison qui est simple. En tout cas, quand tu fouilles un petit peu, en gros, il disait que le coach de l'époque, il avait un jeu qui était très centré sur les ailiers et l'intérieur. Du coup, Isaiah Thomas se dit, c'est pas l'équipe dans laquelle je dois évoluer, quoi. Moi, je suis un meneur créatif, je vais pas pouvoir me développer autant que je le souhaiterais, quoi. Ok, donc là, on est en 1981, donc c'était la draft. C'était la deuxième draft, il me semble, des Mavs. En fait, c'est la deuxième année d'existence des Mavericks. Quentin, les Mavs ont été créés en 1980. C'est ça. Et là, il faut un peu de contexte pour comprendre où il arrive, parce qu'il arrive vraiment nulle part, dans un désert. Les Dallas Mavericks sont la troisième franchise de NBA. Il y a déjà les Houston Rockets qui existent, il y a déjà les San Antonio Spurs qui existent, qui anciennement étaient d'ailleurs les Dallas Chaparrals. Et Dallas est la troisième franchise qui arrive au Texas. C'est une ville d'abord de football américain, vous le savez tous, avec les Dallas Cowboys. Donc au début, on s'en fout un petit peu du basket. C'est un peu un challenge quand même que de venir implanter une ville de basket, d'une franchise de basket à Dallas. Et c'est ce que veut Carter. Il a envie d'avoir une équipe jeune, etc. Et surtout avec des joueurs locaux. Quand une équipe rejoint la NBA comme ça, elle va avoir un haut choix de draft. On va avoir le pick numéro 2 de la draft 1980. Et pour vous montrer à quel point il y a rien, le mec qu'on va drafter en numéro 2, qui a un nom un peu compliqué, Kiki, je sais plus quoi, le nom de famille, Kiki Van refuse de de venir. Voilà, il refuse de venir à Dallas. Donc un an avant qu'Aguirre arrive. Tellement il n'y a rien. Il dit je ne veux pas perdre 60 matchs ou quoi. Il ne prend pas l'avion, il vient pas à machin. C'est un peu un scandale. Donc voilà, la première année des Mavericks est terrible. Je crois que c'est 15 victoires, un truc comme ça. Et qui fait qu'on a le pire bilan de l'Ouest, Détroit le pire bilan de l'Est. Et à ce moment-là, en fait, à l'époque, c'était très simple. Il y avait juste un lancer de pièces pour savoir qui avait le 1, qui avait le 2. Ça s'arrêtait là. On a le numéro 1 de draft. Et là, on prend Mark Aguirre. Au moins, là, Il n'y avait pas de loterie à l'époque, Quentin, du coup. La loterie, ça s'arrêtait à ça. C'était juste entre le 1 et le 2, une pièce. Et ça a été changé parce qu'en fait, après, il y avait vraiment des équipes qui ont fait n'importe quoi. Je crois notamment Houston pour avoir des hauts choix de draft quand il y avait des très hautes drafts. Et on sait qu'il y en arrive en 84, une très haute draft. Donc voilà, grosso modo, où arrive Mark Aguirre. Donc pris en numéro 1 par Dallas. Et en fait, on veut
que ce mec-là, on sait qu'il est très fort et qu'on va construire toute l'équipe autour. On a de très 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 grosses ambitions avec Mark Aguirre parce que vraiment, il y a rien quand il arrive à Dallas, si ce n'est Brad Davis qui lui est déjà dans l'équipe, donc qui sera un des autres maillots retirés. Et donc voilà, il arrive dans cette ambiance-là à Dallas. Donc la première saison va évidemment être compliquée, mais d'un point de vue individuel, elle est très bonne. Il finit 2e au titre de rookie de l'année. Et il aurait clairement pu même l'avoir. Il est quasiment à 19 points par match, je crois, quelque chose comme ça. Donc la première année, en fait, elle est réussie et elle montre, un petit peu à l'image de Cooper Flagg aujourd'hui, elle confirme un peu ce que les gens ont vu en Mark Aguirre à l'époque. Très 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 gros potentiel, donc la suite s'annonçait déjà bien. Et juste un petit mot là sur la draft quand même, c'est pas seulement Mark Aguirre qui a été drafté par les Mavericks. On a en numéro 9, pick numéro 9, on a Rolando Blackman. Et au 2e tour, les Mavs draft Jay Vincent. Ces 3 joueurs ont été... Rolando Blackman, il a son maillot retiré, mais même Jay Vincent a été un joueur majeur des Mavericks. Une draft assez exceptionnelle quand même en 1981, Nico. Ouais, après c'est les époques très fondatrices en fait. Donc en gros, tu prends des joueurs, tu vas avoir du temps de jeu. Concrètement, t'as pas de joueurs installés en face, c'est ta 2e année en NBA. Donc quand tu draftes ces rookies-là, tu sais qu'ils vont avoir du temps de jeu. Et effectivement, ils ont eu le nez creux. Après, les facs qui sortent de Kansas State et Michigan, qui est quand même pas vraiment qui est quand même plutôt dans le gratin normalement des fournisseurs de gros joueurs NBA. Et effectivement, ils ont eu plutôt le nez creux. Déjà, quand tu draftes la même année 2 joueurs qui ont leur maillot retiré, c'est quand même plutôt que tu as été pas trop mauvais, quoi. Ça me rappelle la draft Doncic finalement un petit peu, parce que Doncic plus Jalen Brunson, voilà, deux gros joueurs. On en reparlera dans quelques années. Le Kiki Van de Weg, l'histoire qui est quand même marrante, c'est une pure anecdote, mais si on est au régime des anecdotes ici, Kiki Van de Weg, il est né en Allemagne. Donc tu vois, ça aurait pu être je crois qu'il est américain et canadien, mais il est né en Allemagne, donc on aurait pu avoir le début de la lignée allemande des Mavs, tu vois, qui aurait pu débuter plus tôt. Bon, il a décidé de prendre un autre chemin pour aller jouer avec les Denver Nuggets. Et je sais pas d'ailleurs, à l'époque, les Denver Nuggets, c'est pas le gratin de la NBA non plus. Donc il a refusé les Mavs, mais pour aller aux Nuggets. Bon, alors, Mark Aguirre, il joue avec Dallas entre 82 et 88. Et honnêtement, il a eu des années excellentes à Dallas, 3 fois All-Star. Il est à 22 points par match, je crois, pendant qu'il est à Dallas. Il emmène les Mavs en play-off plusieurs fois de suite, il me semble 5 fois de suite. Quentin, décris-nous un peu la carrière, enfin la carrière de Aguirre à Dallas. C'était clairement quelque chose. Et puis, très important, en fait, Nico, il vient donc de parler d'Allemagne, ça me fait penser à Dirk Nowitzki. Et quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, quand on pense en Dallas, on pense à Dirk Nowitzki parce que les années 2000, le titre de 2011, le meilleur joueur de la franchise, etc. Il faut bien se rendre compte qu'avant que Nowitzki soit Nowitzki avec Dallas, la franchise des années 90, elle est très mauvaise. Il se passe absolument rien. L'histoire des Triple J, on pourra en parler une prochaine fois, c'est un fiasco. Globalement, l'équipe est nulle dans la décennie des années 90, mais la décennie des années 80 est super bien en fait d'un point de vue Dallas Mavericks grâce au trio Aguirre, Blackman, Harper, avec Aguirre qui est le joueur phare. C'est pour ça que son maillot est retiré, qu'on en parle aujourd'hui, parce que dans cette décennie-là, Dallas a été bon. Dallas a fait de super belles choses et avec un petit coup du destin, peut-être que ça aurait pu aller un peu plus loin. Et c'est vraiment ça qu'il faut se rendre compte. Avant que Nowitzki existe pour Dallas, le Nowitzki des Mavericks, c'était Mark Aguirre un peu dans le meilleur joueur qui existait vraiment d'un niveau intrinsèque. Donc on est sur un joueur qui a, sur sa 3e saison, je crois, il est quasiment à 30 points de moyenne sur la saison. Il a effectivement mené en play-off de nombreuses fois avec des événements qui ont été légendaires. Donc là, je fais une petite parenthèse sur une série de playoffs qui a eu lieu face à Seattle, qui est devenue légendaire et qui est un des moments les plus connus de l'histoire des Mavericks. À l'époque, les séries du premier tour étaient en 5, pas en 7. Et on affronte Seattle qui est super fort. On s'attend pas du tout à ce que en fait la série soit serrée, qu'on puisse même la gagner. Donc en fait les 2 premiers matchs étaient chez nous, donc à la Reunion Arena, les 2 matchs suivants à Seattle, et le 5e match devait être chez nous. Sauf qu'à l'époque, il y a un tournoi de tennis important qui va se passer à Dallas, et la salle des Mavs avait été bookée, parce que c'était hyper important, etc., et qu'il y avait peu de chances que les Mavs y soient. Quand le match 5 arrive et qu'il se passe à Dallas, ils sont bien dans la merde parce qu'ils savent pas où ils vont jouer. Et donc, ils vont aller récupérer une salle
universitaire, et c'est un épisode qu'on va appeler le Moody Madness, parce que donc dans cette salle, il va avoir des problèmes de climatisation, il va avoir que 9000 places, alors que d'habitude, avant on était presque à 20 000 supporters. Il va avoir des coups de sifflet hallucinants, c'est-à-dire que il va se passer à la fin du match, quand on va siffler le match, on va attendre ensuite 15 minutes pour faire rejouer une seule seconde. Bref, un scénario de fou. Et Blackman et Aguirre nous font gagner le match de 1 point à la fin, et on passe, en fait, on gagne notre première série de playoffs. Donc voilà, ça a été un des événements marquants. Aguirre a été très bon. Et de toute façon, de manière générale, dans toutes les séries de playoffs, il a toujours tourné à plus de 20 points. Il a toujours été celui qui a mené au scoring avec évidemment Blackman, mais c'était quand même Aguirre en première partie. Et voilà, ça a été un peu le Dirk Nowitzki de l'époque sur nos multiples aventures de playoffs, jusqu'à nous mener à la plus belle chose, c'est la finale de conférence qu'on a fait face aux Los Angeles Lakers, où on les a poussés en 7 matchs. Donc les Lakers de Magic Johnson, qu'on soit bien d'accord, une très très grosse équipe, une équipe légendaire, on les a poussés en 7 matchs, et en fait on était à ça de peut-être aller en finale NBA. Ça s'est joué à rien. Aguirre a été très très bon, il a tourné à plus de 25 points sur la série, et 25 points de l'époque, c'est pas 25 points d'aujourd'hui, ça vous le savez. Et voilà, et malheureusement, bon, on va en venir, hein, la fin est un peu plus triste, mais ces saisons-là, on nous attendait pas globalement à être aussi bon rapidement. C'est-à-dire qu'on est né en 80 et on fait les playoffs directs en 84. Et en fait, ce trio porté par Mark Aguirre notamment, nous a apporté du très beau basket, et les adversaires avaient globalement peur des Dallas Mavericks. Donc voilà un peu globalement sur ces années-là, sur ces belles années. Et cette série de playoffs, les Mavs battent Houston, hein, avec Olajuwon, puis Denver, et ensuite les Lakers. Et les Lakers, c'était un peu les rivaux finalement de Dallas. Est-ce que je peux dire ça? Les Lakers ont battu Dallas plusieurs fois en playoff pendant ces années-là. Est-ce que c'était du coup un peu leur bête noire ou leurs rivaux à l'Ouest? Moi, je dirais que globalement, les Lakers ont toujours été un peu l'ennemi des Mavericks. Toutes les époques, tu vois, les rosters sont différents, les ambiances sont différentes et le style de jeu peut varier. Mais Mavericks et Lakers, c'est pas les grands copains depuis à peu près toujours. Et cette époque-là également, il y a une certaine compétition, on va dire, entre les franchises. Parce que globalement, les Texans et les Californiens, c'est pas vraiment le grand amour normalement. Comme tu as dit, je pense que beaucoup d'équipes ont une rivalité avec les Lakers, c'est un peu comme l'Angleterre au rugby, tu vois, ce genre de choses, tout le monde les déteste. Peut-être que les Los Angeles Lakers ont été nos rivaux, je sais pas si nous, on a été les leurs, tu vois, sur ces années-là, mais c'est sûr que nous, effectivement, on s'est heurté à ça, sans cette super team, enfin, je sais pas trop comment le décrire. C'est très probable qu'effectivement, le scénario aurait été tout autre, et que peut-être Aguirre serait resté, enfin... Bref, ça évidemment on ne saura jamais, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on les a poussés dans leur retranchement, cette équipe qui aujourd'hui est considérée comme une équipe all-time, ce qui permet aussi de se rendre compte que même si aujourd'hui on a oublié ces Mavericks des années 80s, c'était une pure équipe de basket qui fonctionnait très fort. Est-ce que vous pouvez quand même me décrire quel type de joueur était Mark Aguirre? Bon, visiblement, c'était un scoreur. Dans la saison 83-84, il me semble qu'il était deuxième meilleur marqueur de NBA, à 29 points par match. Comment est-ce que vous pouvez décrire son style de jeu? À qui on pourrait le comparer aujourd'hui? Je me suis refait des images en plus de ce que j'avais en tête là. Alors déjà, évidemment, le basket a beaucoup changé. Ça, je pense que ça, comme dirait Mbappé, il a beaucoup changé. Ça s'applique au basket aussi. Moi, ce que je retiens, c'est évidemment scoreur, mais très physique. Ça, c'est quand même vous le voyez, c'est quand même un taureau qui se rapproche du cercle. Shooter mi-distance, solide également, mais quand même vraiment très physique. J'ai vu la comparaison avec Carmelo Anthony, je l'aime pas parce que je trouve que c'est pas juste pour lui. Pas du tout diva, c'est globalement plutôt joueur d'équipe, et ça se confirme après à la suite de sa carrière chez les Pistons. Et beaucoup plus dur que Carmelo Anthony. Donc j'ai pas un super exemple. Ça me viendra peut-être, mais en tout cas, physique, scoreur, collectif et capacité à scorer beaucoup, quoi. Voilà, moi, c'est les trucs un peu marquants que j'ai en tête. Et on le décrit aussi comme un joueur hyper complet. Hein, il n'était pas unidimensionnel, il avait vraiment plein d'aspects de son jeu qui étaient... Ouais, ça se voit beaucoup dans les statistiques, en fait. Donc globalement, plutôt poste d'ailier. Et tu le vois dans les statistiques, c'est un joueur qui prend ses 6-7 rebonds annuellement, ce qui est pas mal du tout, avec ses 3-4 passes, son lot d'interceptions, qui joue des deux côtés du terrain. Donc ouais, tu as raison, il y a une certaine polyvalence. Quand on regarde le parcours avec les Mavericks, on retient beaucoup le côté scoreur,
Probablement aussi parce que l'équipe avait besoin de ce côté scoreur. Mais quand il va quitter les Mavs, on va voir un peu le côté all-around, je suis capable de faire beaucoup plus de choses, il va être mis en avant du coup. Si tu veux une comparaison, moi je trouve un truc qui est plutôt bien pour se rendre compte un peu du type de joueur, c'est un croisement entre un Julius Randle et un Zion Williamson. C'est-à-dire qu'on on a un peu du poids et de la carrure de poste 4, mais on a la taille d'un ailier. C'est un peu entre les deux, tu vois. Genre, c'était un peu trop petit pour être poste 4, mais t'es trop lourd pour être un poste 3 classique. C'est pour ça qu'il joue aussi beaucoup dos au panier, où après, avec le physique, il arrive à enfoncer son défenseur. Faut un peu... ouais, je trouve que c'est un peu l'image qui est bonne. Donc évidemment, il n'y a pas trop de tirs à 3 points, mais sinon, sur les dimensions, c'est un peu ça. Et donc, à Dallas, on l'a utilisé vraiment comme première option. Et comme tu dis, après à Détroit, on y reviendra, il s'est mué en facilitateur. Et donc peut-être que ça sera un virage de la carrière de Zion Williamson, on verra. Mais comme en plus, il y a le côté premier de draft, tu vois, je trouve que la comparaison est pas mal. Alors, malgré ses performances exceptionnelles à Dallas, ça s'est très mal fini avec l'organisation et notamment avec le coach Dick Motta. Alors les gars, essayez de nous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que y a eu un divorce entre les Mavs et Mark Aguirre? Il y avait un clash entre la personnalité du coach et puis Mark Aguirre qui était plutôt émotif comme garçon. Globalement, effectivement, t'as expliqué. Avant, en fait, le divorce Aguirre-Mavs, il y a eu le divorce Motta-Mavs. Hein. Ça allait à un point où, en fait, les choses n'allaient plus. Il y a l'échec de la campagne 87 où il n'y a pas de qualification. Là, à un moment, les choses explosent et c'est le fusible. Comme souvent, c'est le coach qui saute et c'est Dick Motta, du coup, qui va sauter. Mais en fait, le problème au sein de l'organisation, c'est qu'il y avait tellement de tension qu'il y avait un peu des gens qui soutenaient Aguirre, des gens qui soutenaient plutôt Dick Motta et du coup, ça donnait un climat qui était pas bon. Mark Aguirre, c'est un joueur qui savait qu'il était très très bon, qui voulait jouer plus pour lui que pour l'équipe, et il y a eu très souvent des clashs, des embrouilles sur le bord du terrain, des moments où il voulait pas forcément sortir, des punchlines comme Motta qui lui dira t'es le meilleur joueur que j'ai jamais coaché, mais t'es aussi le joueur le plus compliqué que j'ai jamais coaché. Donc c'est vraiment sur ce genre de choses là, il y avait une vision du basket qui était pas vraiment en adéquation entre les deux. Je pense qu'il y a aussi évidemment le côté de la jeunesse de Mark Aguirre, tu vois, il est jeune, il sait qu'il est le meilleur dans un effectif qui est très récent, qui tourne autour de lui. Donc voilà, c'est ça qui a mené à ces multiples clashs qui ont coûté la place donc du coach en 87. Et il faut dire que les clashs, ils étaient ouvertement dans la presse, ils étaient directs. Franchement, aujourd'hui, ça n'existerait pas d'avoir des critiques aussi ouvertes, aussi directes sur un joueur comme ça dans la presse. Il y a une phrase qui est assez connue. Le coach lui dit You're worthless, ça veut dire tu ne sers à rien. Mais c'est quand même dingue. Et du coup, il y avait ce débat avec les fans. Il avait une réputation, hein, je parle d'Aguirre, de pas être un joueur d'équipe, d'être trop émotif et de pas être clutch. Non, moi je nuancerais, enfin je rajouterais un truc dans l'équation, c'est que le coaching de basket à l'époque, je parlais un peu de Bobby Knight tout à l'heure, le coaching, comme le modèle de coaching de l'époque, il est très très dur, quoi. Et Dick Motta, c'est ça, quoi. C'est quand même très autoritaire, c'est très strict, c'est très discipliné, ça parle mal, ça fait des gestes, tu vois, ça balance des serviettes sur les joueurs, enfin des trucs, aujourd'hui tu verrais pas ça, quoi. Tu vois, à côté, Rick Carlisle, c'est le géo du Club Med, hein, honnêtement. Hein. Donc c'est une école de coaching très dure. Et à un moment, cette école de coaching très dure, tu vois, Mark Aguirre, à un moment, il dit, tu me fatigues, en fait, tu vois. À un moment, tu parles mal, tu t'agites trop, tu es trop à la discipline. L'époque est différente, tu vois. Aujourd'hui, les coachs se permettraient pas la moitié de ce que tu voyais à l'époque. Donc je pense qu'il y a un côté comme ça. Et puis après, c'est pas illogique, après toutes ces années de quelque part de bons et loyaux services, tu vois, il y a un moment où tu as l'impression que tu n'avances plus en fait. Tu n'avances plus pour l'équipe, tu n'avances plus pour le joueur. C'est logique à un moment qu'il y ait des remises en question. Ça part c'est parti dans des hauteurs là un peu inattendues, tu vois. Mais c'est pas si étonnant que ça, voir le côté très intense à la fois du coach et aussi de Mark Aguirre. Et du coup, Mark, il demande à être tradé. Et il me semble que c'est Isaiah Thomas qui a une idée de le faire venir à Détroit. Donc, il est tradé aux Pistons contre Adrian Dantley. Et en fait, Dantley, il avait les mêmes problèmes à Détroit que Aguirre avait à Dallas, Quentin. Ouais, il y aura un tour de draft quand même qui est ajouté dans l'équation parce que Aguirre est meilleur que
que Dantley. Effectivement, ce qui paraît, Thomas aurait dit à son front office, amène-moi Aguirre et on va gagner. Donc, est-ce que les victorieux écrivent l'histoire, comme on dit. Donc après, je sais pas la vérité des choses. Mais écoute, comme a dit Nico au début, il se connaissait extrêmement bien et Isaiah Thomas était, je pense, assez intelligent pour savoir qu'est-ce qui manquait à l'effectif. Donc on est sur un trade gagnant pour le joueur, gagnant pour la franchise dans laquelle il arrive. Ce qui est sûr, c'est que on est sur un divorce qui se passe mal, sur une séparation qui se passe mal, parce que contrairement au trade de Luka Doncic par exemple, où Luka ne voulait pas partir, au trade de Damian Lillard, où Damian Lillard était d'accord pour partir et la franchise, ils étaient en accord commun, tu vois, sur les deux, ils se souhaitaient le meilleur. Là, on est vraiment sur en fait un clash assez dur, parce que notamment Aguirre, quand il part, il a des propos, je ne me souviens plus exactement, mais propos, par exemple, j'arrive enfin dans une équipe, dans une ville qui veut gagner ou un truc comme ça. En fait, il clash très fortement l'équipe dans laquelle il vient de passer 7 ans, et c'est ce qui fait que le divorce est si fort que ça s'est mal passé. C'est pour ça que le maillot a mis tant de temps à être retiré. C'est ça qu'en fait qu'il faut comprendre. Rolando Blackman, Brad Davis et Derek Harper ont eu leur maillot retiré avant, notamment parce qu'au niveau des séparations, ça s'est mieux passé et on récompense aussi un peu le côté loyauté à Dallas. Ils n'ont pas gagné de titre, tu vois. Ils n'ont pas gagné de titre même de champion de conférence. Donc, le retrait maillot n'est pas quelque chose qu'on lui devait. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a pris autant de temps. C'est parce que ce départ s'est mal passé. Il n'y a jamais vraiment eu de pas pour aller à nouveau se réconcilier. Surtout que nous, dans les années 90, comme j'ai dit, on est devenus nuls. Et lui, il a gagné 2 titres. Donc, Dallas, en fait, c'était son passé. Il ne voulait plus trop en parler à cette époque. Et puis c'est pour ça qu'il était si émotif pendant la cérémonie. Je pense que ça lui a remonté des émotions hyper fortes dans la fin des années 80 où il y avait ce divorce avec le coach, même avec ses coéquipiers, on n'en a pas parlé, mais il y avait des frictions dans le vestiaire. Et puis aussi avec les fans. Il y avait beaucoup de fans qui le critiquaient. En fait, il y avait beaucoup de fans qui le voulaient, qui dégagent en fait, qui dégagent. Et je pense que quand ils ont vu ce que Aguirre a fait à Détroit, il y a beaucoup de fans qui se sont mordus les doigts. Donc, arrivé au Piston, les gars, Aguirre, il prend un nouveau rôle. Il est même pas titulaire. Il est, disons, 6e homme. Et ça devient un joueur altruiste. En fait, il n'est plus du tout en train de jouer pour lui. Il est venu pour le collectif, pour aller gagner des titres. Et il a mis un peu ses performances individuelles de côté pour aller faire gagner les Detroit Pistons qui gagnent 2 titres NBA dans les années qui viennent. Immédiatement, en fait, dès sa première année, il gagne le titre. Ça ressemble à un trade gagnant, tu vois. Moi, je dirais, j'aime pas trop je trouve que c'est un peu caricatural. Et je sais que t'as raison, c'est ce qui se dit à l'époque, mais de dire que c'était un joueur très soliste et individuel, je pense surtout que c'est ce dont les Mavs avaient besoin, tu vois. Et c'est une nouvelle fois, c'est un bon exemple de pourquoi les supporters ne doivent pas être coach et encore moins GM. C'est que du coup, il y a un grand perdant dans le trade, c'est clairement les Mavs en fait, au final. Tu vois, effectivement, c'est ce qui a entraîné du coup, effectivement, la chute complète de la franchise. Et lui, du coup, dans une autre structure, alors il est un peu titulaire, un peu sur le banc, mais en tout cas, il sait s'adapter à un collectif qui est beaucoup plus talentueux, mené notamment par le fameux Isaiah Thomas. Avec un certain Dennis Rodman qui prend de plus en plus de place. Il a l'intelligence, justement, tu as raison, de laisser de la place un peu à Rodman, lui d'arriver sur un rôle où il joue de sa polyvalence et il apporte ce qu'il doit apporter. Il n'a pas besoin de forcer, de mettre 30 tous les soirs. Il y a d'autres joueurs qui peuvent marquer. Enfin, c'est gagnant pour lui parce qu'il arrive du coup dans une équipe qui a besoin de son talent, mais il n'a pas besoin de tout faire. Donc, on est vraiment sur un win-win absolu, quoi. Rodman, c'est presque un mentor finalement parce que Rodman est très jeune et que on a l'impression que Aguirre va essayer de le motiver, va le pousser en fait pour qu'il devienne un joueur majeur. Il y a cette vidéo, enfin vous pouvez la retrouver. Il y a le coach qui met un plan de jeu pour Rodman et puis Rodman dit à son coach non, c'est Aguirre qui devrait être sur le terrain, et là Aguirre lui dit mais non c'est toi qui dois y aller, vas-y, c'est comme ça, etc. Donc on voyait ce côté plus collectif, on le voit clairement dans cette séquence. Ouais, puis c'est la structure de Chuck Daly quand même. C'est une époque particulière pour les Detroit Pistons. C'est le coach et Chuck Daly, figure très charismatique de coach, et qui du coup a réussi à embarquer pleinement ses joueurs dans un côté c'est nous contre tout le monde. C'est ça l'époque des Bad Boys, mais c'est nous contre tout le monde. On est des méchants, on a du talent, on est globalement des méchants. Et Aguirre, il a les deux trucs, tu vois. Il a un côté très dur, donc la culture Pistons, il n'y a pas de problème, il réussit très bien à s'intégrer. C'est pas un joueur qui a peur du côté physique, au contraire.
Mais il a le talent qui va avec en fait. C'est pas juste une brute épaisse. C'est pas juste John Saleh qui est quand même une grosse brute qui n'était pas un énorme basketteur. Donc il rentre très bien et puis il a son pote. Tu vois, c'est toujours pareil, tu vois. T'as ton témoin de mariage qui est là dans la même équipe. Donc naturellement le fit il se fait assez facilement. En plus du basket, il y a le côté émotionnel. Ça fit très naturellement quoi. Mais c'était vraiment, je pense, la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est-à-dire d'arriver dans une équipe où il y avait effectivement un cadre qui était établi avec une hiérarchie, où il n'était pas du tout le numéro 1 ni le numéro 2. Et c'est ce qui fait que il a pu aussi bien s'intégrer. Il a apporté autant et que, comme Isaiah Thomas l'a dit, sans lui, on n'aurait pas gagné des titres. C'était vraiment le très bon virage à avoir dans sa carrière à ce moment-là. Il avait en fait tout fait ce qu'il fallait d'un point de vue individuel avant, on l'a pas dit, mais il est All-Star avec Dallas. Il a des distinctions quand il est avec Dallas. Il a ses meilleures statistiques quand il est avec Dallas. Tout son prime individuel, c'est avec Dallas et il n'y a même pas de débat. Mais il ne gagne donc rien avec Dallas, vous l'avez compris. Et on arrive à Chicago, toutes les stats, elles descendent d'un coup. Et par contre, là, on arrive et on gagne. Enfin, ils gagnent collectivement avec les Pistons. C'est vraiment les antipodes, les deux parties de sa carrière. Au final, à Détroit, il va faire, je crois, à peu près le même nombre d'années que Dallas, peut-être une de moins. Il finira par une saison sans importance aux Clippers. Mais vraiment, la carrière de Mark Aguirre, c'est vraiment cette dualité-là. Plutôt le côté individuel, il porte l'équipe sans gagner, mais il est exceptionnellement fort. Il passe un peu au second plan parce que dans les années 80, il y a des joueurs plus forts qui ont gagné, donc on l'oublie un peu, mais ça a été une vraie superstar. Et puis il y a la deuxième partie où il se mue plus en, je sais pas, prenons un peu l'exemple d'un Aaron Gordon à Denver, de Wiggins, ce qu'il a fait avec le titre des Warriors. Vous voyez ce genre de joueurs-là qui ont été habitués à être dans une équipe mauvaise, très fort, et qui après se mettent au service d'un collectif pour une équipe qui va collectivement être très forte, aller gagner un titre comme ils l'ont fait tous les deux. Je trouve le parallèle est bien pour comprendre en fait à quoi ressemblait sa carrière sur ce point de vue-là, qui au final est une très belle carrière, hein, très honnêtement. Isaiah Thomas, il le dit clairement. Il dit que Mark Aguirre a mis de côté ses statistiques individuelles, ses performances individuelles pour aller gagner un titre. En gros, aujourd'hui, Mark Aguirre n'est pas dans le Hall of Fame, mais il a gagné 2 titres NBA. Alors, est-ce qu'il a fait ce choix finalement quand il est parti à Détroit? Les gars, j'ai une question. Est-ce que Aguirre, il mérite d'être au Hall of Fame? C'est toujours compliqué de définir les conditions pour t'amener au Hall of Fame. Je trouve que ça dépend des époques. En tout cas, moi, ce que je vais retenir, c'est que c'est une vraie intelligence d'être capable, à un moment de ta carrière, de te dire je suis plus la superstar, je suis capable parfois de commencer sur le banc et de plus mettre 30 tous les soirs et d'être concentré sur d'autres choses. Ça fait de lui quand même un mec très très intelligent qui a réussi à mettre son ego de côté pour le bien collectif. Et puis après, il y a beaucoup de joueurs, tu vas te dire, qui sont au Hall of Fame, mais la réalité, c'est qu'ils ont zéro titre derrière eux. Et ben, tu vois, dans toutes les conversations que tu peux avoir, moi, ce que je retiens de Marc Goyard, c'est qu'il a quand même 2 titres, tu vois. Et quand tu as 2 titres et que tu as eu un rôle aussi majeur dans tes 2 titres, ça fait de toi quelqu'un quand même qui a une personnalité et un sacré talent de basket. Est-ce que ça mérite le Hall of Fame? J'en sais rien. En tout cas, moi, je félicite l'intelligence du mec qui a réussi à changer de rôle aussi rapidement. J'insiste sur ma question, parce que pour être au Hall of Fame, il faut avoir eu une carrière exceptionnelle avec des statistiques, et ça, il les a avec Dallas, mais il faut être aussi un joueur qui est collectif, qui aime promouvoir la NBA, et ça, il l'a fait, il me semble, un peu avec les Pistons. Alors, Quentin, est-ce qu'il devrait être au Hall of Fame? Je réponds non, je développe maintenant. Le Hall of Fame, pour moi, il y a plusieurs caractéristiques pour pouvoir y rentrer. Soit effectivement avoir eu un impact individuel exceptionnel, et on parle là du coup d'avoir notamment des titres de MVP, de défenseur de l'année, ou ce genre de choses-là, ce qu'il n'a pas eu. Avoir eu un impact médiatique, culturellement parlant, sur la NBA, sur les fans, etc. Ce qu'il n'a pas eu non plus, parce que comme j'ai dit, il y a aussi eu des très grosses stars dans les années 80 qui ont évidemment pris l'affiche sur Mark Aguirre, donc il n'a pas eu cet impact-là comme pourrait avoir par exemple Carmelo Anthony, que je trouve honnêtement très globalement surcoté, tu vois, mais en fait je ne vais pas nier que l'impact médiatique de Carmelo Anthony a été exceptionnel dans sa carrière, bien plus que ce que Mark Aguirre a pu avoir. Donc non, je pense qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse rentrer au Hall of Fame, mais malgré la très belle carrière, je pense qu'il n'a pas de quoi aller au Hall of Fame. Mark Aguirre, ça doit rester quand même quelque chose d'exceptionnel, je pense. Donc pour moi, non.
Après, ça n'enlève absolument rien, effectivement, de sa très belle carrière, et tout ce qu'a dit Nico est vrai. L'intelligence d'orientation à la fin, au milieu de sa carrière est d'une justesse qu'il faut souligner, qu'il faut applaudir, et qu'on aimerait que beaucoup de joueurs aient. J'ai personnellement adoré les choix de Wiggins-Gordon, comme je vous ai dit juste avant, et je salue celui de McAware, que évidemment j'ai pas vécu en live, mais que je trouve super beau. Je regrette juste en fait que ça se soit mal passé au moment du divorce. Je pense que ça aurait pu être mené d'une manière un peu plus habile, mais après, encore une fois, les choses se sont passées comme ça, et on va pas revenir dessus, mais voilà, globalement. Pour moi, le Hall of Fame, c'est non, parce que ça reste vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, à Dallas, on n'a qu'un joueur qui en a fait partie, bientôt deux dans 15-20 ans avec Luka, mais c'est réservé quand même au tout meilleur. Ok, du coup, j'ai une dernière question là. Pourquoi est-ce que le maillot a été retiré cette année, cette saison ? Alors, je comprends qu'on ne l'a pas fait tout de suite à cause des clashs et des problèmes qu'il y avait entre Dallas Mavericks et Aguirre. Mais pourquoi cette année ? Pourquoi cette semaine ? La semaine, ça, honnêtement, je peux pas te répondre, hein, clairement. Le timing, globalement, ça fait quand même pas mal de temps que les choses vont un peu mieux, mais c'est vraiment petit à petit, hein. Quand Mark Cuban il récupère l'équipe dans les années 2000, il a aucune animosité envers McAwire. Mais tout comme il a aucune amitié, en fait. Les choses, ça fait plus de 12 ans maintenant que les choses ont eu lieu. Chacun a fait son chemin de son côté, et personne n'a forcément envie qu'on se rejoigne. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de titre, tu vois, il n'y a pas eu d'accomplissement vraiment qui a été fait, donc on n'a pas besoin forcément de reconnecter les choses. Et donc les choses vont se faire petit à petit, aussi avec clairement le fait que l'âge avance, on gagne de la sagesse. Des personnes aussi vont disparaître, notamment Carter, le fondateur qui va mourir. Je pense que ça enclenche, tu vois, une réflexion globale de ok, ça ferait sens peut-être maintenant d'honorer sa carrière. Et comme j'ai dit, il y avait d'autres gens qui devaient passer avant. Blackman, Davis et Harper devaient passer avant, notamment parce que les choses se sont très bien passées avec eux. On rappelle Derek Harper, il vient finir sa carrière à Dallas, alors que globalement il est finito après New York. Mais tu vois, c'est une manière de très bien finir avec les fans, et c'est important que ça se passe bien avec la communauté, notamment quand t'as rien gagné à côté. Et puis enfin, le dernier élément qui est un peu le truc en plein milieu de la figure, c'est que c'est aussi l'année où on a récupéré un numéro 1 de draft en la personne de Cooper Flagg. Au niveau de la communication des Mavericks, ils avaient quand même donné un bel indice au début de la saison, où en fait Mark Aguirre avait appelé en FaceTime Cooper Flagg, et il avait écrit d'un numéro 1 à un numéro 1, ce qui montrait que la réconciliation était faite, qu'on se dirigeait vers la bonne destination, et maintenant c'est réparé, et je pense que c'est très bien. Moi, je rajouterais peut-être un truc à ça. Je me trompe peut-être, mais je trouve que depuis en tout cas, le timing, il est intéressant. Le trade de Luka a piétiné beaucoup de choses dans la franchise, a emmerdé beaucoup de monde. Je trouve que célébrer un peu les anciens et un peu rassembler les fans des Mavericks autour d'événements importants et de célébrer les anciens joueurs, parce que quand même hier, tu as Derek Harper, Dirk Nowitzki, Orlando Blackman, enfin, notamment tous ces joueurs un peu majeurs des Mavericks se retrouvaient. C'est une façon un peu de se faire un cercle de famille en mode on est tous ensemble, ok, il y a des trucs qui nous ont écartés, mais on va tous se rassembler et on va essayer de célébrer du coup ceux qui sont là. Et je trouve qu'on en a vachement besoin en fait. Je trouve que le premier truc à péter chez les Mavericks, c'est cette ambiance de franchise. Ça a été un coup de couteau terrible dans le dos. Je trouve que cet événement contribue à pacifier beaucoup de choses et à rassembler. On a besoin d'être rassemblés. C'est très vrai. C'est très vrai. Je pense que même derrière une dimension un peu aussi de calcul, comme tu as dit, apaiser un peu les fans. Ils se sont dit que c'était peut-être aussi la bonne chose à faire vu le merdier qui avait été laissé avec le trade, car effectivement c'est une très belle manière de rendre hommage au passé, que 100% aligné avec ce que tu as dit. Ils sont clairement en besoin d'avoir une reconnexion avec les fans. Ils savent que le meilleur moyen c'est de dire que Nowitzki aujourd'hui, parce que Luka, évidemment que c'est mort pour l'instant, et honorer les anciens, honorer les légendes, c'est aussi une manière de refaire ce lien. Donc c'était très très sympa. J'ai beaucoup apprécié avoir écouté Dirk Nowitzki est passé pendant le troisième quart-temps au micro, donc de Derek Harper notamment, et de Mark Followill. C'était super kiffant aussi. Donc en tant que fan aussi, j'ai beaucoup aimé ce moment. Donc, Ok les gars, je vous remercie pour cette émission spéciale sur Mark Aguirre. Les chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié revenir un peu dans le temps, dans les années 80, où les Dallas Mavericks étaient extrêmement performants. C'était l'autre âge d'or des Dallas Mavericks.
Sur YouTube, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Dites-nous si vous pensez que Aguirre doit être au Hall of Fame. Dites-nous quel sera le prochain Maverick à avoir son maillot retiré. Et dites-nous si vous pensez que Luka Doncic devrait avoir son maillot retiré. Voilà, j'ai posé 3 questions pour avoir votre avis. Il y en a des plus faciles que d'autres dans tes questions. Ouais, il y en a des plus faciles que d'autres. Moi, une question que j'aime bien, parce qu'on sait qu'on aime bien faire des classements dans le sport en général, même si c'est la plupart du temps c'est con de faire des classemements, mais bon, on aime bien parce qu'on est un peu con. Mark Aguirre, il est où dans le classement all-time des Dallas Mavericks? Parce que globalement, il a toujours été mis en fait deuxième avant que Luka Doncic arrive. Donc il y a pas mal de débats là-dessus dans la fanbase. Si tu considères que d'un point de vue intrinsèque du joueur, si tu prends de vue tous les accomplissements collectifs, tu vois. Certains vont te mettre Dwight Powell très haut, je peux le comprendre, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, où est Mark Aguirre dans le classement all-time des Dallas Mavericks? Pour moi, il est 3e. C'est une très belle place. Et voilà, je sais pas comment ça va arriver dans les années à venir. J'espère que Cooper Flagg le détrônera d'ici quelques années. Ça serait beau, on ne peut que lui souhaiter, évidemment. Je glisse un dernier truc, moi, dans la série justement des maillots à retirer, parce que tu parlais du timing et tu as parlé de Luka. Je posais une question qui va probablement se présenter beaucoup plus tôt. C'est est-ce qu'il faut retirer le maillot de Kyrie Irving? Pas obligé d'y répondre maintenant. Mais on va réfléchir. Chers auditeurs, là, il y a plein de questions. Alors, choisissez celle qui vous préférez et puis donnez-nous votre avis. Et puis, on en reparle bientôt, en tout cas. Merci les gars pour l'émission. À la prochaine. Merci tout le monde. Ciao.